Le jour de la fête des mères, j'ai vu ma belle-fille mettre du poison pour rat dans ma coupe de champagne. Juste avant le brindis, je l'ai échangée en silence contre celle de sa mère, et quelques minutes plus tard, elle a commencé à... Avant de tout te raconter, laisse-moi un commentaire en me disant depuis quelle ville ou quel coin du monde tu écoutes mon histoire. J'aimerais savoir jusqu'où ma voix est arrivée. Le poison était dans la coupe, et je l'ai vu le verser, goutte après goutte, avec un sourire peint d'une fausse tendresse. Le même sourire qu'elle m'avait tant de fois offert en me servant à manger, en m'appelant « petite maman », en me volant la vie sans que je ne m'en aperçoive. Ce soir-là, Elena ne tremblait pas de vieillesse. Ce n'était ni l'arthrose ni le poids des années qui faisait craquer ses os, mais la vérité. Une vérité trop grande, trop cruelle, trop limpide. À 68 ans, assise en bout de table pour la fête des mères, elle sut avec une certitude absolue que sa belle-fille voulait la tuer. Il y avait 13 personnes autour de cette longue table, illuminées par des lumières chaleureuses et des sourires forcés. Rire, verres, serviettes fleuries. Tout paraissait parfait. Les enfants qui portaient un toast, les petits-enfants courant entre les chaises. Mais Elena avait vu. Juste avant que tous ne lèvent leurs verres, Laura s'était penchée sur le sien et, d'un geste presque imperceptible, avait vidé quelques gouttes d'un petit flacon transparent dans sa boisson. Ni son fils Julien ne l'avait remarqué. Ni les autres. Mais Elena n'avait pas détourné les yeux d'elle, pas une seconde. Elle sut lire cette raideur dans les épaules, ce geste retenu, la manière dont sa belle-fille se mordait la lèvre et inspirait profondément, comme quelqu'un sur le point de libérer quelque chose dont il ne pourra jamais revenir. Ce fut alors, à cet instant précis, que je sus que quelqu'un qui mangeait à ma table, voulait me tuer. Son cœur frappa sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle ne cria pas. Ne se leva pas. Ne fit pas d'esclandre. Elle fit quelque chose de bien plus puissant, elle attendit que Laura se tourne, feignant d'aider sa mère à s'asseoir, et d'un mouvement lent, subtil, presque imperceptible, elle échangea sa coupe avec la sienne. Le verre était encore tiède de sa main lorsque tous se levèrent. Un toast, dit Julien, souriant, la voix pleine d'enthousiasme. Ses yeux cherchèrent sa mère, cette femme qu'il ne reconnaissait déjà plus comme la sienne. Elena leva sa coupe. Son fils aussi. Laura leva la sienne sans regarder personne. À nos mères, commença Julien, levant sa coupe vers elle. Mais la phrase resta suspendue. La mère de Laura, une femme toujours vêtue de soie, au visage plein de dédain et aux ongles longs comme des lames, laissa tomber la coupe qu'elle venait à peine de porter à ses lèvres. Une seconde plus tard, elle s'effondra sur la nappe, telle une poupée brisée, les yeux exorbités et un son sec s'échappant de sa gorge. « Maman !» hurla Laura, traversant la table en bousculant tout. Le chaos éclata comme une bombe. Chaises renversées, assiettes brisées. Cris. Confusion. Un enfant qui pleurait dans un coin. Julien blême. Le père de Laura appelant les secours d'une main tremblante. « Que se passe-t-il avec ma mère ?» cria Laura, accroupie auprès du corps convulsé. « Qu'est-ce que tu lui as fait, vieille sorcière ?» rugit-elle, levant les yeux vers Elena avec une fureur déchaînée. Elena ne répondit pas. Elle resta assise. Sereine. Avec la coupe intacte à la main. La même coupe qui, quelques minutes plus tôt, avait été préparée pour la tuer. Ses yeux ne montraient ni peur. Ni colère. Juste le vide. Comme si quelque chose s'était éteint en elle depuis longtemps. Comme si son âme avait simplement décidé de se mettre à l'écart. « Ne la touche pas, Laura, » dit Julien d'une voix brisée, tirant sa femme en arrière. « Laisse-la respirer. L'ambulance arrive. » Mais Laura n'écoutait pas. Son regard allait de sa mère agonisante à la coupe, puis à Elena. Un mouvement infime, mais suffisant. Quelque chose n'allait pas. Elle le savait. Et pour la première fois, la peur la trahit. « Que as-tu fait ?» récria-t-elle à Elena, hors d'elle. Elena ne répondit pas. Ne baissa pas non plus les yeux. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un des invités, fixant le corps tordu au sol, une coupe brisée entre les doigts. « Du poison. Quelqu'un a mis du poison. » cria Laura, mais sa voix ne sonnait déjà plus forte. Elle sonnait brisée.
Incertaine. Presque coupable. Elena se leva lentement. Sa robe beige était impeccable. Elle s'avança vers le couloir sans prononcer un mot, tandis que les sanglots de Laura commençaient à sonner plus faux que jamais. Elle entra dans sa chambre, ferma la porte et s'appuya contre elle. Sa respiration restait retenue, comme si elle ne parvenait pas encore à croire ce qu'elle avait fait. Ou ce qu'elle avait failli laisser arriver. Elle se dirigea vers l'armoire, ouvrit le faux fond que son défunt père avait construit des décennies plus tôt, et en sortit une boîte recouverte de tissu vert. À l'intérieur, un carnet à couverture rigide, usé par les années, et une petite clé rouillée, suspendue à une chaîne. « Il n'y a plus de retour possible, murmura-t-elle. Ce n'était pas la première fois que Laura essayait de l'empoisonner. Mais ce serait la dernière. 1 heure avant le toast, l'atmosphère était déjà chargée d'une tension à peine dissimulée par le protocole. Les enfants jouaient dans le jardin, les femmes riaient sans conviction, et les hommes parlaient de politique comme s'ils savaient de quoi ils parlaient. « Tu remets encore cette robe, Elena ?» demanda Laura en la voyant entrer dans la salle à manger. « Elle est confortable, » répondit Elena, sans lever les yeux. « Elle est aussi vieille. Tu l'avais déjà mise l'année dernière. » Elena esquissa un sourire en coin. Toujours une phrase pour lui rappeler qu'elle n'était pas à sa place. Dans la cuisine, Laura parlait à voix basse au téléphone. Elena l'entendit depuis le couloir. Elle ne disait jamais de nom, mais employait des mots comme « prêt »,« tout est préparé » et « fais-moi confiance ». « Veux-tu que je t'aide à servir ?» demanda Elena, feignant de n'avoir rien entendu. Laura se retourna vivement. « Non. Tout est sous contrôle. Assieds-toi simplement. Tu es l'invité d'honneur, non ?» Le ton était aimable, mais les yeux ne mentaient pas. Quand vint l'heure du toast, tous se regroupèrent autour de la table. Julien leva son verre, faisant signe aux autres. Elena le fixa, cherchant dans ses yeux un doute, un signe qu'il ignorait ce que sa femme avait fait. Mais elle ne trouva rien. Pas même une hésitation. Seulement le reflet du même verre qu'il croyait être le sien. C'est alors qu'elle comprit qu'elle était seule. Totalement seule. Et pourtant, elle ne trembla pas. Elle inspira profondément, et décida d'agir. Après que la mère de Laura fut emmenée en ambulance, Julien voulut entrer dans la chambre d'Elena. Il frappa violemment à la porte. « Maman. Nous devons parler. Ouvre-moi. Je suis fatiguée, dit-elle, sans s'approcher. Je parlerai avec toi quand tu connaîtras la vérité. » Quelle vérité ? Celle qui m'a sauvé la vie ce soir. Julien se tut. Derrière la porte, sa respiration était celle de quelqu'un qui ne sait pas encore s'il est plus effrayé par ce qui s'est passé, ou par ce qui viendra après. Dans le salon, Laura pleurait sans larmes. Quelqu'un parmi les invités murmura. Comme c'est étrange, tout ça, sa mère avait l'air d'aller bien. Ce n'est pas étrange. C'est du poison. Dit une voix. Une tante. De celles qui observent tout et n'oublient jamais rien. L'atmosphère était lourde. Les verres à moitié pleins, les assiettes intactes. La fête était morte. Et dans la chambre, Elena revint à sa boîte. Elle ouvrit le carnet, chercha la page marquée d'un trombone rouillé, et lut en silence les mots qu'elle avait écrits quelques semaines plus tôt. Si tu lis ceci, Elena, c'est que tu n'es pas sortie de ce dîner. Ou que tu as enfin osé vivre les yeux ouverts. Dans tous les cas, souviens-toi de qui tu étais. Et n'oublie pas ceux qui t'ont laissé te briser en 1000 morceaux sans lever le petit doigt. Elle referma le carnet avec fermeté, glissa la clé dans la poche de sa robe, et s'assit face au miroir. Elle n'était plus la femme qui repassait les chemises de son fils en cachette. Ni celle qui acceptait les insultes déguisées en conseils. Ni celle qui se taisait quand on la coinçait avec le mot « vieille ». Cette Elena-là était morte au premier verre qu'elle n'avait pas bu. La nouvelle ne savait pas encore ce qu'elle ferait de tout ce qu'elle savait, mais elle était sûre d'une chose. Elle ne ferait plus jamais confiance à quiconque l'appellerait « Mamita », avec du venin dans la voix. Et tandis qu'au dehors la famille tentait de recoller la scène, Elena se posa une question très simple, une question que personne n'avait osé formuler. Que se serait-il passé si elle n'avait pas échangé les verres ? Et plus encore, combien de fois avait-elle déjà bu le poison sans s'en rendre compte ?
Mais pas maintenant. Pas cette fois. Parce que maintenant, elle l'avait vu. Elle l'avait senti. Elle l'avait affronté. Et elle l'avait renvoyé. Mais lorsqu'elle resta seule dans la chambre, avec l'écho des pleurs de Laura résonnant encore dans les couloirs, Elena ressentit quelque chose de plus profond que la victoire. Elle ressentit un vide qu'elle ne savait pas nommer. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une sorte de mort silencieuse, de celles qui n'ont pas de cercueil mais qui enterrent quand même. Son corps tremblait, mais pas de peur. Il tremblait à cause de tout ce qu'elle avait eu, de tout ce qu'elle n'avait pas voulu voir pendant des années. De tout ce qu'elle avait cru être de l'amour, et qui s'était révélé n'être que du poison. Elle s'assit au bord du lit et regarda ses mains. Ses mains pleines de crevasses, marquées par la lessive, par des années de travail sans répit. Des mains qui avaient lavé des uniformes, qui avaient cuisiné pour quelqu'un qui ne la regardait plus comme sa mère. Des mains qui avaient changé un verre. Et qui avaient soutenu toute une famille sans jamais recevoir de reconnaissance. Elle ferma les yeux. Et alors les images revinrent, une après l'autre. La petite chambre de la pension où elle vivait avec Manuel avant qu'il ne disparaisse. Le berceau en bois fabriqué par son père. Les nuits de pleurs, de fièvre, de peur. Le matin où elle trouva une lettre sous l'oreiller. « Je ne suis pas fait pour cette vie », écrivait Manuel. Rien de plus. Ni excuse. Ni adieu. Juste une phrase lâche. Et un compte bancaire vidé. Elle avait 26 ans. Un bébé de 9 mois. Et un prêt immobilier qu'elle ne pouvait pas payer. Ce soir-là, lorsqu'il ne resta plus de larmes, elle prit la décision la plus importante de sa vie, survivre. Elle noua un foulard sur ses cheveux, enfila les vieilles chaussures de sa mère et sortit chercher du travail. N'importe lequel. Elle nettoya des salles de bain d'hôtel où les gens ne la regardaient même pas dans les yeux. Elle faisait le ménage chez les autres pendant que sa propre maison tombait en ruine. Elle repassait les chemises de cadre qui gagnaient en 1 heure ce qu'il lui fallait 1 mois pour obtenir. Et jamais elle ne se plaignit. Parce que Julien, son petit, dormait dans la chambre voisine. Parce que ses pleurs étaient plus importants que son orgueil. Pendant des années, ils vécurent sur le fil. Mais jamais ils ne manquèrent de nourriture. Jamais elle ne laissa son fils voir la faim dans ses yeux. Elle ne s'accorda qu'une seule faiblesse, écrire des lettres à Manuel qu'elle n'envoya jamais. Elle les cachait dans une boîte à chaussures, comme si écrire lui permettait d'expulser le poison qu'il lui avait laissé dans l'âme. Lorsque Julien eut 10 ans, elle lui promit qu'il irait à l'université. Qu'il aurait une vie meilleure. Qu'il ne laverait pas de vaisselle ni ne repasserait de chemise. Et elle tint sa promesse. Elle se brisa en 1000 morceaux pour lui payer une éducation digne. Elle vendit ses rares bijoux, hypothéqua ce qui restait de la maison. Elle alla même jusqu'à sauter des repas, pour qu'il puisse avoir des livres neufs pour ses cours. Mais ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'est que, des années plus tard, ce même fils utiliserait son silence contre elle. « Maman, s'il te plaît, ne te rends pas ridicule avec tes conseils démodés devant Laura. » Elle se souvenait de ces mots comme d'un coup de fouet. C'était un dimanche soir. Ils étaient à table, Laura parlait affaires, et Elena osa donner son avis. Rien de plus. Elle dit que parfois, tout ne devait pas se mesurer en argent. Julien rit, gêné. Laura la regarda comme si elle avait aboyé. Ridicule ? J'ai usé mon dos pour que tu puisses étudier dans une université où personne ne savait que ta mère lavait des toilettes, répondit Elena, la voix brisée de l'intérieur. Julien baissa les yeux. Il ne dit rien. Il ne la défendit pas Laura non plus. À partir de là, Elena se fit de plus en plus petite dans la maison. Pas à cause de l'âge. Pas à cause de la maladie. À cause de l'invisibilité. On cessa de la consulter, de l'inclure. On cessa de la voir. Laura, au début, était aimable. Elle souriait, apportait des fleurs. Mais avec les années, sa douceur devint contrôle. Elle organisait tout. Décidait de ce qu'on mangeait, de ce qu'on achetait, de quand on pouvait parler. Et Julien, toujours complaisant, acquiesçait. Jamais il ne contredisait. Jamais il ne questionnait. Jusqu'au jour où Laura entra dans la chambre d'Elena, avec un sourire fin, et dit : «
Julien et moi pensons que tu pourrais nous laisser ta chambre. Celle de l'étage est libre, tu peux t'y installer. C'est plus tranquille pour toi. Elle donne sur le jardin. Elena ne protesta pas. Elle acquiesça seulement. Elle monta ses affaires en silence. Elle ne remit jamais les pieds dans son ancienne chambre. Ce fut la première fois qu'elle se sentit comme une invitée dans sa propre maison. Quelques mois plus tard, Julien lui demanda de l'argent. Pour l'affaire. Elle n'hésita pas. Elle vendit une partie de sa retraite anticipée. Elle lui remit le chèque avec fierté. Il lui promit que ce serait temporaire. Qu'il le récupérerait vite. Il ne lui rendit jamais rien. Et pourtant, lorsque l'affaire commença à prospérer, lorsque les comptes s'améliorèrent et que les choses se stabilisèrent, Elena ne reçut pas un mot de remerciement. Tout appartenait à eux. La maison. Les meubles neufs. Les voitures. Le jardin qu'elle arrosait chaque matin. Personne ne lui demandait si elle voulait quelque chose. Un après-midi, alors qu'elle étendait du linge, elle surprit par hasard une conversation. Ils étaient dans le patio. Laura parlait au téléphone avec quelqu'un. Elena ne voulait pas écouter, mais elle s'arrêta en entendant son nom. Oui, la maison est déjà presque à notre nom. Il ne manque rien. Julien signera cette semaine. Il s'agissait seulement de le convaincre que c'était la meilleure solution, pour des raisons légales, bien sûr. Si quelque chose arrivait à sa mère, nous ne voulions pas de complications. Tu comprends, n'est-ce pas? Elena sentit le sol se fendre sous ses pieds. Pas pour la maison. Pas pour les papiers. Pour Julien. Parce qu'il savait. Il signait. Il permettait. Il ne l'avait pas prévenu. Il ne l'avait pas consulté. Il n'avait pas pensé à elle. Et là, pour la première fois depuis des années, elle ressentit de la colère. Une colère sèche, contenue. Elle ne fit pas de scandale. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose changea. Cette nuit-là, elle descendit au bureau. Attendant que tous dorment. Et fouilla le tiroir où Julien gardait ses documents. Elle le faisait dans l'obscurité. Elle connaissait chaque bruit de cette maison. Chaque grincement du plancher, chaque porte qui craquait. Elle ne trouva pas le contrat, mais découvrit une chemise bleue avec des feuilles signées, tamponnées. C'était une procuration. Julien et Laura figuraient comme copropriétaires. Elena n'apparaissait nulle part. Elle eut un vertige. S'appuya contre le mur. Elle se rappela le jour où elle avait signé des papiers de la banque, parce que Julien était pressé. Elle n'avait pas lu. Elle faisait confiance. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Elle s'assit dans l'obscurité du couloir. Le document entre les mains. Elle voulut pleurer. Elle n'y parvint pas. Elle ne sentait que du froid. Un froid qui venait de l'intérieur. Le lendemain matin, Laura lui prépara un café. Lui demanda si elle avait bien dormi. Lui proposa des tartines. Elena ne répondit pas. Elle se contenta de la regarder. Et sut, sans aucun doute, qu'elle savait. Qu'elle avait toujours su. Qu'elle l'avait entourée de douceur pour l'endormir. Pour la réduire au silence. Pour la mettre de côté. Comme une vieille plante qui ne donne plus de fruits. Comme un meuble encombrant. Aujourd'hui tu pourrais arroser les fougères, Elena. Elles ont l'air un peu sèches, dit Laura, avant de sortir au jardin avec sa tasse en porcelaine. Elena la regarda s'éloigner. Et ne dit rien. Cette nuit-là, elle écrivit sa première note dans le cahier. On est en train de me prendre la maison. Mon fils signe. Elle décide. Moi, je regarde. Les jours passèrent. Les semaines. Chaque petit geste de Laura devint une alarme. Chaque silence de Julien, une dague. Elle commença à garder des choses. Factures. Reçus. Coupures de journaux. Photographie de la maison avant la rénovation. Elle rangeait tout dans une boîte cachée sous l'armoire. Personne ne le remarqua. Parce que personne ne voyait l'ombre. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'elle étendait du linge dans la cour, Julien s'approcha. Il avait ce visage coupable qu'il ne savait plus dissimuler. « Maman, tu as une minute ?»
J'ai toujours du temps, dit-elle sans se retourner. Laura et moi voulons te parler de l'avenir. De la façon d'organiser les choses. La maison, tes soins. Tes affaires. Elena le regarda. Lentement. Mes soins? Eh bien, tu n'es plus comme avant. Parfois tu oublies des choses. Et Laura a lu des articles sur la prévention de certains risques, comme les chutes, les accidents. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Julien? Que vous voulez m'enfermer? Il ne répondit pas. Ta maison, dit Elena, d'une voix basse. C'est ainsi que tu l'appelles maintenant? Je ne voulais pas dire ça. Mais tu y as pensé. Il baissa les yeux. Je n'aurais jamais cru que tu en serais capable, murmura-t-elle. De quoi parles-tu? D'oublier tout. D'oublier qui t'a appris à marcher quand tu tombais. Qui a vendu son alliance pour payer ton inscription. Qui a nettoyé ton vomi, tes larmes, tes cauchemars. Julien avala sa salive. Ce n'est pas si simple, maman. Si, ça l'est. C'est exactement aussi simple que ça. Elle se retourna. Et le laissa seul. Elle monta dans sa chambre. Ferma la porte. Et écrivit une nouvelle entrée. Mon fils ne me regarde plus comme sa mère. Il me voit comme un obstacle. Laura est le pont. Je suis le poids. Ils ne veulent plus de moi ici. Cette nuit-là, elle rêva de Manuel. De son visage jeune, de ses mains fermes. Il lui disait quelque chose de loin, mais elle ne pouvait pas entendre. Elle voulait lui crier. Elle voulait lui dire qu'elle l'avait pardonné. Mais quand elle s'approchait, il se transformait en Julien. Et derrière lui, Laura, avec un verre à la main. Elena se réveilla le cœur battant comme un tambour. Et elle sut que la fin était proche. Mais elle sut aussi que, pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur. Ce fut la nuit où elle décida de ne plus jamais faire confiance. Ni aux paroles. Ni aux sourires. Ni au verre plein. Et tandis qu'elle descendait pour boire un verre d'eau, le palan et le regard fixe, elle entendit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Une conversation à voix basse. Alors, tu as déjà signé le testament? C'était Laura. Elle parlait au téléphone dans le salon. Oui, elle dit qu'elle l'a fait par confiance. Elle n'a rien lu. La maison est à nous. Il ne reste plus qu'à, eh bien, que ce qui doit arriver arrive. Elena resta figée dans l'escalier. Et pas à cause de la trahison. Mais parce que Julien avait lui aussi signé la fin. Et cela ne pouvait plus être annulé. Le cœur d'Elena, brisé 1000 fois, battait maintenant avec feu. Et elle ne pouvait penser qu'à une chose. Ils ne savent pas encore de quoi je suis capable. Elena ferma lentement la porte de sa chambre, comme si le moindre bruit pouvait révéler ce qu'elle venait d'entendre. Sa respiration était minimale. Son esprit, en revanche, était en flammes. Elle s'appuya contre le vieux bois et sentit le poids de quelque chose de plus que son corps. À l'intérieur, quelque chose se brisait, mais pas par faiblesse, cela se brisait comme une chaîne qui ne sert plus à rien. Le silence dans la maison était dense, presque artificiel. Même les grillons du jardin n'osaient pas chanter. L'horloge à pendule du salon indiquait 2 heures du matin. Elle n'avait pas sommeil. La fatigue avait disparu, remplacée par une vigilance qui naissait de ses entrailles. Les jours suivants ne furent pas normaux. Ni différents non plus. Et c'est ce qui la troubla le plus. Car tout restait pareil, sauf qu'à présent, Elena pouvait voir les fissures, les pièges déguisés en routine, les petits gestes qui auparavant passaient inaperçus. Le premier jour, elle remarqua que sa boîte de pilules avait 2 comprimés en moins. Rien de scandaleux. Quelque chose que n'importe qui pourrait attribuer à un oubli. Mais elle n'était pas n'importe qui. Elena notait chaque médicament, chaque dose, chaque heure. Elle l'avait toujours fait depuis que les vertiges avaient commencé. Et pas parce qu'elle doutait de sa mémoire. Mais parce qu'après tant d'années seule, elle avait appris que personne ne prend soin de ce qui est à vous mieux que vous-même. Elle descendit à la cuisine ce matin-là et trouva Laura en train de remuer le café. « Bonjour, Elena, dit-elle sur son ton habituel, une amabilité pesante comme du plomb mouillé.
Bonjour, répondit Elena, sans encore s'asseoir. Je t'ai laissé tes pilules sur la table. Je n'ai pas trouvé la boîte, mais je crois que tu prends les blanches, non? Je ne prends pas de pilules blanches. Les miennes sont vertes. Laura resta figée une seconde. Ah non? Comme c'est étrange, je pensais que c'était celle-là. Qui t'a dit ça? Julian, je crois. Tu ne m'as pas demandé. Laura se tourna vers elle avec un sourire doux. Quel caractère tu as ces derniers temps, Elena? Tu remets tout en question. Ne te fâche pas, je voulais juste t'aider. Elena s'assit. Elle prit les pilules entre deux doigts, comme si c'étaient des insectes. Elle les examina. Ce n'étaient pas les siennes. Elle ne dit rien. Cette nuit-là, elle jeta les pilules dans les toilettes et écrivit dans son carnet, « Et c'est un mauvais médicament. On a dit que c'était de l'aide. » Mensonge. Je suis plus attentive que jamais. Le deuxième jour, elle remarqua un goût étrange dans la soupe. Une légère amertume, mais présente. Elle demanda si les ingrédients avaient été changés. Tu deviens très sensible, Elena, dit Julian depuis sa place, sans quitter son téléphone des yeux. La soupe est comme toujours. Elle le regarda. Elle ne dit rien. Elle termina le dîner sans bruit. Mais quand elle monta dans sa chambre, elle prit un bocal vide dans la salle de bain et y versa un peu de soupe. Elle le ferma fermement et le rangea au fond de son tiroir. Le troisième jour, Laura lui apporta à nouveau du café. Il avait un parfum différent. Plus acide. Elle ne le but pas. Tu n'as pas aimé le café? Je n'en avais pas envie. C'est étrange. Tu le prends toujours à cette heure. Pas aujourd'hui. Elena l'observa du coin de l'œil. Laura se mordait l'intérieur de la lèvre, un geste qu'elle faisait quand elle était frustrée. Minime, mais Elena le connaissait. Car Elena savait plus qu'il ne le croyait. Cette nuit-là, elle écrivit de nouveau, et c'est deux. Café altéré. Je n'ai pas bu. Il commence à s'impatienter. Ils vont agir bientôt. Une nuit, elle ne put dormir. Elle descendit dans le jardin. L'air était humide. Elle marcha entre les plantes qu'elle avait soignées pendant des années. Elle toucha la terre, sèche et négligée. En arrosant les fougères, elle entendit un rire contenu provenant de la fenêtre de la salle de bain à l'étage. Elle monta silencieusement, s'approcha du couloir et remarqua que la grille du conduit de ventilation était ouverte. Elle se baissa et écouta. « Si nous ne la sortons pas de la maison, nous ne pourrons pas vendre, » disait la voix de Laura, impatiente. « Tranquille, répondit Julian. Nous sommes proches. Mais nous ne ferons rien qui laisse de traces. Et si c'est elle qui laisse des traces? Si elle prend quelque chose, par accident? » Un long silence. « Ne dis pas ça. Tu penses la même chose que moi, tu n'oses juste pas le dire. Ce n'est pas si simple. Bien sûr que si. Personne n'enquêterait. Elle a des antécédents médicaux. Parfois elle a des vertiges. Elle oublie des choses. Elle est âgée. Tout le monde verrait cela comme un accident domestique. Et nous éviterions le procès. La discussion. L'usure. Elena n'écouta plus. Elle s'éloigna. Descendit les escaliers en titubant. Entrant dans sa chambre, elle s'assit sur le lit. Resta là des heures. Sans bouger. Elle ne pleura pas. Ni ne cria. Elle respirait simplement. Une respiration lente. Lourde. Comme si l'air lui faisait mal. Ce n'était plus des suppositions. Ni des doutes. C'étaient des plans. Son fils. Sa belle-fille. Sa maison. Et un chemin silencieux vers la mort, déguisé en accident. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit seule. Que le monde avait tourné et l'avait laissée derrière. Elle se souvint quand Julian avait de la fièvre et qu'elle le serrait contre sa poitrine, tous deux transpirant dans la nuit, en attendant que la température baisse. Elle se souvint quand elle lui acheta son premier carnet de dessin, même si cela signifiait ne pas déjeuner ce jour-là. Elle se souvint comment elle lui apprit à faire du vélo, et comment il pleura la première fois qu'il tomba. Et maintenant, ce même enfant, signait sa fin.
Elena regarda la photo encadrée de sa mère, près du miroir. C'était une vieille photo, sépia, avec des yeux toujours tristes mais fermes. Elle se leva. La prit dans ses mains. S'assit sur le lit, le portrait sur les genoux. J'ai toujours pensé que l'amour que l'on donne revient, mais il semble que le mien se soit perdu quelque part. Sa voix se brisa. Et pour la première fois depuis des mois, elle laissa couler les larmes. Elle pleura lentement. Pas par faiblesse. Mais parce qu'elle comprit enfin qu'elle était seule depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Le lendemain, elle alla chez le médecin. Elle dit qu'elle avait des vertiges. Le docteur fit des examens de routine. Rien de grave, mais il recommanda des tests plus spécifiques. Une semaine plus tard, les résultats arrivèrent. Elena lut le rapport les mains glacées. Reste de warfarine dans le sang. Un anticoagulant. Très courant. Qui, à petite dose continue, pouvait transformer un simple coup en hémorragie interne. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas une pilule prise par erreur. Ni un mauvais calcul. C'était du poison. De ceux qui ne laissent pas de traces faciles. Qui tuent lentement. Elle rentra chez elle. Ne dit rien. Sourit. Cuisina comme toujours. Lava la vaisselle. Parlait peu. Mais ce soir-là, elle prit son carnet et écrivit, et c'est 3. Poison confirmé dans le sang. Warfarine. Silencieux. Progressif. Mortel. Julien sait. Laura dirige. Je n'attends plus. Je me prépare. À partir de ce moment-là, elle a commencé à tout enregistrer. Chaque repas. Chaque sensation. Chaque conversation suspecte. Elle avait caché de petites caméras qu'elle avait achetées des années auparavant, pour sa sécurité. Elle les remit en place. Elle enregistrait sans qu'il le sache. Elle enregistrait tout. Et un jour, elle trouva la preuve dont elle avait besoin. Laura, dans le jardin, parlait au téléphone avec une amie. Elle ne savait pas que la caméra était juste au-dessus d'elle. Oui, elle commence à perdre le fil. Parfois, elle ne se souvient pas de ce que nous avons dit. Hier soir, elle a cru que nous ne lui avions pas donné à dîner. Tu imagines? Pauvre fille. Elle n'est plus bien. C'est pour cela que nous accélérons tout. Au début, Julien a eu du mal, mais il a compris que c'était pour le bien de tous. Elle regarda cet enregistrement 20 fois. Pas par doute. Par colère. Une colère sèche, qui ne cherchait pas la vengeance, mais la justice. Une colère sans cri, mais avec de la détermination. Cette nuit-là, Elena parla à nouveau à la photo de sa mère. Tu te souviens, maman? Quand tu disais que la vie teste les femmes les plus fortes avec les enfants les plus ingrats. Je n'ai jamais compris. Maintenant, si. Elle sauvegarda l'enregistrement sur une clé USB. Elle le cacha dans une enveloppe avec le cahier. Elle l'étiqueta, au cas où il m'arriverait quelque chose. Elle le cacha sous la tuile lâche de son armoire. Puis, elle s'assit pour écrire une lettre. Pas pour Laura. Ni pour Julien. Mais pour elle-même. La lettre ne demandait pas justice. Elle nommait simplement la douleur. Elle mettait en mots ce que tant d'années de silence lui avaient caché. On m'a éteinte doucement. On m'a traitée d'exagérée, d'ancienne, d'ennuyeuse. On m'a pris ma chambre, ma voix, ma place. Mais ils n'ont pas pu m'ôter ma mémoire. Ni l'épreuve. Ni le cœur, qui bat encore, même s'ils veulent l'empoisonner. Elle rangea la lettre. Ferma le cahier. Et lorsqu'elle se leva, elle se sentit plus vivante que jamais. C'est à ce moment qu'elle sut qu'elle ne mourrait pas dans cette maison. Ni par accident. Ni par poison. Ni par obéissance. Elle déciderait du quand, du comment et du pourquoi. Et il ne le verrait pas venir. Ni Laura. Ni son propre fils. Ni même le souvenir de l'amour qu'elle croyait éternel. Mais il manquait une pièce. La dernière. Une visite au pharmacien. Une conversation. Et encore un mensonge, qui révélerait tout. Elena traversa la rue lentement, sentant le soleil doux de la matinée sur ses épaules.
Elle tenait l'enveloppe contenant les analyses à la main. Sa démarche était assurée, mais à l'intérieur, quelque chose glissait comme un couteau lent. Le cabinet médical avait confirmé ce qu'elle savait déjà, mais le lire, entendre un professionnel le dire d'une voix sèche et sans émotion, lui causa une sensation qui n'était pas de la peur. C'était plutôt une certitude désespérée. Ce qui se passait n'était pas une erreur, ni une coïncidence, ni un malentendu familial. C'était un plan. Une exécution minutieuse. Froide. Clinique. Ce n'était plus une suspicion, c'était une condamnation en cours. Elle s'arrêta devant la pharmacie du quartier, celle de toujours. Elle entra d'un pas décidé, et à peine eut-elle franchi la porte que le son familier des clochettes la salua. Ramiro la servait, un homme d'une quarantaine d'années, aimable, au visage de vieux renard et aux yeux qui semblaient toujours tout évaluer en silence. Elena le connaissait depuis plus de 10 ans, bien qu'il n'ait jamais échangé que le strict nécessaire. « Bonjour, Elena, dit-il en levant les yeux de son carnet. Vous venez chercher vos médicaments ? Elle hocha la tête. Oui. Mais je voulais aussi te poser une question. Dis-moi. Elena posa sur le comptoir le flacon de pilules qu'elle avait cessé de prendre depuis des semaines. Ramiro le fit tourner entre ses doigts, l'examina attentivement. Ce ne sont pas les vôtres, dit-il immédiatement en fronçant les sourcils. Vraiment ? Non. Vous preniez de l'Olmeval 20 mg, pour la tension. Ceux-ci sont un générique plus doux, je ne comprends pas pourquoi vous avez ça. Vous ne les avez pas délivrés vous-même ? Ramiro secoua la tête. Non. Quelqu'un est venu les chercher pour vous. Il a dit que vous aviez demandé le changement. Que vous préfériez une formule plus douce, moins agressive pour l'estomac. C'était votre belle-fille, si je ne me trompe pas. Elena sentit que tout se figeait à l'intérieur. Ça s'est passé il y a combien de temps ? Environ 3 semaines. Peut-être plus. Ça ne m'a pas semblé étrange. Ça arrive souvent. Elle ne dit rien. Elle se contenta d'acquiescer, comme si elle recevait une nouvelle mineure. Elle reprit le flacon et le rangea lentement dans son sac. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on le voie dans son cou. Ramiro la regarda avec un certain étonnement. « Tout va bien, Elena ? » « Tout est en ordre, dit-elle, avec un sourire sec. « Merci. » Elle sortit sans se retourner. L'air de midi lui sembla plus lourd que jamais. Elle marcha sans but pendant quelques minutes, jusqu'à ce que ses pas la ramènent chez elle. La maison qui n'était plus la sienne. La maison où elle vivait comme une invitée surveillée. La maison où chaque objet semblait avoir des yeux pour la suivre. Elle entra sans faire de bruit. Elle savait que Laura et Julien n'étaient pas là. Ils étaient à une réunion, selon ce qu'il avait dit ce matin-là. Un déjeuner avec quelques associés. Elle ferma la porte, monta dans la chambre du couple et s'arrêta devant le tiroir du bureau de Laura. Elle hésita une seconde. L'ouvrit avec détermination. Tout était rangé, presque stérile. Tout empilé. Dossier. Facture. Un porte-documents noir. Elle examina les dossiers un par un. Presque tout concernait le business, vente, fournisseurs, bilan. Rien d'étrange. Jusqu'à ce qu'elle trouve une feuille pliée, glissée dans un carnet à couverture grise. C'était un formulaire incomplet. Mais suffisant pour lire l'entête, demande d'admission volontaire en centre gériatrique d'assistance permanente. Et plus bas, en petits caractères, autorisation médicale suggérée en cas de démence sénile débutante. Elena ressentit une pression dans la poitrine. La feuille n'avait pas de date, mais contenait des noms. Le sien. Celui de Julien en tant que responsable légal. Celui de Laura comme contact d'urgence. Presque tout était prêt. Il manquait les signatures. Mais l'intention était déjà là. Ils attendaient quelque chose. Une chute. Un oubli de plus. Un évanouissement. N'importe quel prétexte. Et il la mettrait à l'écart. La ferait sortir de la maison avec des papiers, pas avec des cris. Avec des justifications, pas avec des couteaux. Il l'effacerait avec élégance. Et elle avait laissé faire. Elle ferma le tiroir. Laissa tout en place. Mais rien ne serait plus pareil.
Dans sa chambre, elle s'assit devant le miroir. Elle se regarda longuement. Pas avec tristesse, mais avec une lucidité aiguë. Elle vit les rides, les yeux fatigués, le cou affaissé. Mais elle vit aussi autre chose. Une femme qui n'avait plus peur. Qui ne cherchait plus la compréhension. Juste la justice. Ce soir-là, pendant le dîner, tout sembla normal. Soupe. Pain. Conversation vide. « Tu es allée à la pharmacie aujourd'hui, maman ?» demanda Julian. « Oui, répondit Elena, sans élever la voix. Laura la regarda par-dessus son verre d'eau. « Tout va bien avec tes médicaments ?» Oui. Bien qu'on m'ait dit quelque chose de curieux. Laura ne répondit pas. Elle continua à manger. « On m'a dit que tu avais demandé à les changer. » Pour une formule plus douce, dit Elena en regardant Laura. Silence. Julian la regarda. C'est vrai? Laura avala sa salive. Ah, oui. Je l'ai fait par commodité. J'ai pensé que ce serait mieux. Je ne voulais pas te déranger avec des détails médicaux. Ils étaient presque identiques. Elena la regarda. Elle ne dit rien de plus. Mais ses yeux parlaient. Laura détourna le regard. Après le dîner, Julian s'approcha de sa mère tandis qu'elle lavait la vaisselle. Il se passe quelque chose? Tout se passe, Julian. Tout le temps. Tu parles comme si tu étais fâché. Je suis lucide, répondit-elle, sans se retourner. Ça te dérange? Il ne sut quoi répondre. Tu agis bizarrement ces derniers temps, ajouta-t-il. Comme si tu te méfiais. Ai-je des raisons? Julian inspira profondément. Il partit sans répondre. Elena termina de laver la vaisselle, s'essuya les mains avec un vieux torchon et monta dans sa chambre. Ce fut le jour où elle cessa de parler avec peur. Et le jour où elle commença à écrire les noms. Dans son carnet, elle commença une liste. Pas seulement de ce qu'on lui faisait. Mais des personnes qui savaient. De ceux qui voyaient et se taisaient. De ceux qui faisaient semblant de ne pas remarquer qu'elle disparaissait peu à peu. Voisins. Parents. Même la femme de ménage qui venait presque plus, mais qui avait l'habitude de murmurer des choses à l'oreille de Laura quand il pensait que personne n'écoutait. Tous. Ce carnet n'était plus un journal. C'était une arme. Au cours des jours suivants, Elena remarqua que le comportement de Laura devenait plus aimable. Plus attentif. Même exagérément doux. Je t'ai apporté un thé, Elena. Avec du miel, comme tu aimes. J'ai préparé une crème pour tes genoux. Je la laisse sur ta table de chevet. Veux-tu que je t'aide à te laver? Tout était déguisé en préoccupation. Tout chargé d'hypocrisie. Un après-midi, elle fit semblant de s'endormir dans le fauteuil. Elle entendit des pas. Une porte s'ouvrir. Et une voix. Elle commence à divaguer. Parfois elle répète des choses qui ne se sont pas passées. Ou elle croit ne pas avoir mangé. Voilà. Il ne manque plus qu'elle trébuche ou se perde une fois. Et le médecin signera ce dont nous avons besoin. C'était Laura. Et elle ne parlait pas à Julian. Elle parlait à quelqu'un d'autre. Elena ne bougea pas. Elle continua à faire semblant de dormir. Quand Laura partit, elle ouvrit les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit que la colère s'était transformée en un calme absolu. Il ne s'agissait pas seulement de trahison. Ni d'ingratitude. C'était une exécution déguisée. Et elle était déterminée à l'empêcher. Mais maintenant elle savait que Julian n'était pas seulement un complice par omission. Il faisait partie activement du plan. Il ne signait pas seulement des documents. Il ne se taisait pas seulement. Il était présent dans tout. Et cela changeait tout. Parce que maintenant, elle l'avait perdu complètement. Le lendemain, elle alla au cabinet du docteur Beltran, un médecin âgé, retraité, qui avait été ami avec son père. Elle le connaissait depuis l'enfance. Elle lui raconta l'essentiel, sans fioriture. « Tu crois que je perds la tête? Pourquoi demandes-tu ça? Parce qu'ils veulent me faire croire ça. » Le médecin la regarda calmement. « Je te connais, Elena. Tu n'es pas folle. Tu es seule.
Et cela peut parfois troubler. Mais toi, tu me connais. Oui. Pourrais-tu mettre ça par écrit? Le médecin la regarda en silence. Et il comprit. Quelques jours plus tard, Elena avait un papier signé affirmant que son état cognitif était intact, qu'elle ne présentait aucun signe de détérioration ou de confusion. Elle le garda comme on garde une balle. Elle n'allait pas l'utiliser tout de suite. Mais elle l'aurait prêt. Cette même nuit, elle descendit au bureau. Elle prit le brouillon de la procuration caché dans le tiroir de Laura. Elle le photocopia. Le remit à sa place. Et garda la copie dans son carnet. Maintenant, elle avait tout. Et cette nuit-là, lorsqu'elle s'assit devant sa fenêtre, regardant le ciel sans étoiles, elle sut qu'elle n'avait plus de temps. Que si elle n'agissait pas vite, on l'effacerait avec des papiers, des diagnostics et de fausses bonnes intentions. Et pas seulement l'effacer. Il ferait en sorte que cela semble juste. Et ça, elle ne le permettrait pas. Elena ferma la fenêtre sans faire de bruit. Dehors, la nuit semblait suspendue dans un silence rempli de secrets. Les lumières du jardin restaient allumées. Laura les laissait ainsi, pour la sécurité, mais Elena savait que c'était pour le contrôle. Pour la voir bouger. Pour savoir si elle était encore éveillée. Si elle sortait. Si elle essayait quelque chose. Cette nuit fut différente. Pas à cause de ce qu'elle découvrit. Mais à cause de ce qu'elle décida. La vérité n'était plus le problème. Ce qui venait maintenant était le moment le plus difficile, faire semblant. Jouer la faiblesse. Laisser croire qu'elle était brisée. Tout en tissant, en secret, sa manière de sortir vivante. Avec dignité. Avec preuve. Avec justice. Le lendemain matin, Elena descendit avec des pas plus lents. Elle traînait un peu les pieds. Elle ne salua pas avec énergie. Lorsque Laura lui offrit le petit déjeuner, elle murmura un « merci » sans la regarder dans les yeux. Elle fit semblant d'être confuse lorsque Julien lui demanda quel jour on était. Elle sourit comme si elle ne savait pas. Mais elle savait. C'était mercredi. Et il restait 11 jours avant la fête des mères. Dans sa chambre, elle vérifia les enveloppes. Une par une. Elle avait tout trié. Enregistrement. Photocopie de documents. Analyse médicale. Photographie. Déclaration de dépenses. Tout était organisé avec une précision chirurgicale. Et chaque enveloppe contenait une copie de la lettre qu'elle avait écrite de sa propre main, expliquant ce qu'elle avait vécu. Ce qu'elle avait vu. Ce qu'elle avait entendu. Ce qu'elle avait su trop tard. Sur l'enveloppe la plus grande, elle écrivit à l'encre noire. Au cas où je ne sortirais pas d'ici. Elle la cacha dans la housse de sa vieille machine à coudre. Personne ne l'utilisait. Personne ne la regardait. Elle était au fond de l'armoire, comme elle. Les jours suivants furent une chorégraphie d'ombre. Elena répétait des mouvements lents. Bégayait exprès. S'asseyait à des endroits où elle pouvait écouter les conversations sans être vue. Et chaque soir, elle écrivait dans son carnet. Julien m'a proposé de m'aider à me changer. Il ne l'avait jamais fait avant. Ce n'est pas de l'attention. C'est du contrôle. Laura a demandé si j'avais pris mes médicaments. Elle a dit que je semblais fatiguée. Je l'ai vue mettre la dose dans ma tasse. Je ne l'ai pas prise. On m'a demandé si je me souvenais du nom de la petite fille de la voisine. J'ai dit non. J'ai fait semblant. Leurs yeux ont brillé. La maison entière était devenue un champ de mines. Et Elena a appris à marcher sans rien déclencher. Pas encore. Un après-midi, tandis qu'elle faisait semblant de chercher une écharpe dans la buanderie, elle trouva une nouvelle boîte en carton, avec des dossiers organisés. Parmi eux, l'un contenait des emails imprimés entre Laura et une agence immobilière. Ils préparaient la vente de la maison. Et il y avait pire, des dates. Des évaluations. Des visites programmées. Tout était déjà en marche. Elle serra le papier fort. Le mit dans sa poche. Ce soir-là, elle le photocopia dans la librairie du centre-ville, faisant semblant que cela faisait partie d'un roman qu'elle écrivait. Ensuite, elle acheta une clé USB et y transféra tous les enregistrements. Elle les marqua avec des dates.
avec des étiquettes. Et laissa une copie supplémentaire chez son ancienne voisine, Madame Teresa, une femme solitaire et gentille qui n'avait jamais cessé de lui demander comment elle allait. Et ça, Elena, qu'est-ce que c'est? Une sauvegarde de vie, répondit-elle, sans plus. Teresa ne posa pas de questions. Elle se contenta d'acquiescer. Cette même nuit, en se lavant le visage devant le miroir, Elena resta à se regarder. Ce n'était pas seulement de la fatigue qu'elle voyait. C'était autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. De la détermination. Elle se souvint de la première fois où elle avait failli tout abandonner. C'était quand Julien avait 3 ans et qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Elle avait dû vendre son manteau pour lui acheter du lait. Cette nuit-là, sous la pluie, avec les chaussures mouillées et le corps gelé, elle se dit « Ça ne va pas me tuer ». Maintenant, elle se le répétait à nouveau. Et cela sonnait tout aussi ferme. Je ne vais pas partir en silence. Pas après tout ce que j'ai donné. Cette maison, je l'ai construite avec du sang, et ils veulent me l'ôter avec du sang. Elle pleura, oui. La nuit. Quand personne ne l'entendait. Elle se couvrait la bouche avec l'oreiller. Elle écrivait des lettres qu'elle ne pensait pas envoyer. À Julien. À sa mère. Même à Laura. Pas pour supplier. Mais pour montrer qu'elle savait. Qu'elle comprenait. Qu'elle n'était plus la femme qu'il croyait. Une de ses lettres disait « Cher fils. Aujourd'hui, j'ai vu tes yeux et je ne m'y suis pas reconnu. Il n'y a aucune trace de l'enfant que j'ai serré sous la pluie. Il n'y a ni gratitude, ni souvenir, ni peine. Juste du calcul. À quel moment t'ai-je perdu? Je ne sais pas. Mais cette femme que tu vois aujourd'hui, n'attend plus l'amour de personne. Juste du respect. Et si on ne me le donne pas, je le prendrai. » Elena rangea ses lettres dans sa boîte. Chacune avec une date. Comme des testaments de quelqu'un qui n'était pas encore prêt à mourir. La veille de la fête des mères, elle vérifia tout. La clé USB, l'enveloppe marron, les lettres, le rapport médical. Elle enfila ses vêtements les plus simples. Sortit dans le jardin. Tailla les plantes que personne ne soignait. Arrosa les fleurs. Lime ses ongles. Prépara un dîner sans poison. Cette nuit-là, elle se enferma dans sa chambre et s'entraîna. Devant le miroir, avec 2 verres identiques. Elle apprit le poids. Le son. Le mouvement nécessaire pour faire l'échange sans être vue. Elle le fit 1 fois. Puis encore. Puis 20 fois. Jusqu'à ce que cela devienne naturel. Comme si toute sa vie l'avait conduite à ce moment. Le lendemain, tout était prêt. Laura avait organisé un déjeuner élégant. Vin cher. Lingerie neuve. Assiette blanche. Une table parfaite pour une scène parfaite. Aujourd'hui sera un jour inoubliable, Elena, dit Laura avec un large sourire. Oui, répondit-elle. Inoubliable. Julien l'embrassa avec une affection feinte. Il lui offrit une écharpe qui avait encore l'étiquette. Il lui dit qu'il l'aimait. Elle sourit sans le croire. Merci, mon fils. J'ai toujours su que tu étais attentionné. Les invités commencèrent à arriver. Oncle. Cousin. Des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des mois. Tous parlaient de la beauté d'Elena. De la jolie maison. De l'organisation de Laura. Je ne sais pas comment elle fait, disait une cousine. Laura est un trésor. Elena acquiesçait. Au fond d'elle, elle savait que ce trésor avait été taillé dans son sang. Lorsque vint le moment du toast, Laura se leva. Fit un petit discours. Remercia tout le monde. Dit de belles choses sur les mères. Et en particulier, à Elena, qui nous accompagne toujours avec sa force. Applaudissements. Rire. Tous levèrent leurs verres. Elena vit le mouvement. Bref. Précis. Laura se penchant vers son verre pendant que tout le monde riait. Une main rapide. Un tour. Une goutte. Et puis, le sourire. Elena attendit. Et lorsque Laura se tourna pour embrasser une tante, elle fit l'échange. Rapide. Propre.
Silencieux. Elle leva son verre. Tosta. Regarda Julien. Le soutint du regard plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Et puis, elle but. Mais pas du verre que Laura avait préparé pour elle. Et tandis que l'amertume effleurait sa langue, elle sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Personne ne l'avait encore remarqué. Mais dans quelques minutes, quelqu'un commencerait à payer. La mère de Laura lâcha son verre, avec un léger tremblement des doigts. Pendant une seconde, elle sembla simplement étourdie. Elle porta la main à son cou, fronça les sourcils, essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle tomba sur le côté. Le bruit du verre brisé en touchant le sol fut la seule chose qui interrompit le murmure du toast. « Maman ?» Laura fut la première à réagir. Elle se leva brusquement, renversant sa chaise. La femme au sol se tordait, ses jambes frappaient le marbre par spasmes. Sa bouche tentait de s'ouvrir mais aucun son ne sortait, seulement un sifflement désespéré, comme si l'air refusait d'entrer. Un cri brisa l'ambiance festive. Quelqu'un demanda de l'eau. Un autre cria d'appeler une ambulance. « Appelle tout de suite, Julien !» cria Laura, agenouillée près du corps de sa mère, qui convulsait violemment. Elena resta debout, tenant son verre, immobile. Son visage était un masque de sérénité étrange, glacé. Elle observait tout comme de loin. À l'intérieur, il n'y avait aucun soulagement. Il y avait justice. Une justice douloureuse. Ironique. Précise. Julien composait frénétiquement sur son téléphone. Son visage était blanc, ses mains tremblaient. Tous autour étaient perplexes. Personne ne comprenait ce qui se passait. Elle a avalé quelque chose, dit un des cousins. On dirait un empoisonnement. Laura regarda les verres. Ce fut un instant. À peine une seconde. Et ses yeux se fixèrent sur le verre d'Elena. Puis sur le sien. Puis sur celui vide, brisé, près du corps de sa mère. Quelque chose ne collait pas. La logique échouait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Balbutia-t-elle, sa voix se brisant. L'ambulance arriva 6 minutes plus tard. Un paramédic s'agenouilla, vérifia les signes vitaux. Un autre préleva un échantillon du liquide renversé. Personne ne disait rien. Le silence était lourd. Elena regardait son fils. Il ne la regardait pas. Il fixait la scène, comme s'il ne comprenait pas ou ne pouvait pas l'assimiler. Le reste de la soirée fut un brouillard. Des gens partant, des murmures, de la peur. Lorsque la mère de Laura fut emmenée, elle était encore vivante mais inconsciente. Laura monta dans l'ambulance avec elle, pleurant à grands cris. Et Julien resta derrière. Ses lèvres tremblaient. « Maman, dit-il enfin, as-tu vu quelque chose ? As-tu remarqué quelque chose d'étrange ? » « Non, répondit Elena, avec un calme profond. Tout s'est passé très vite. 2 jours plus tard, la police arriva à la maison. Ce n'était pas une descente. C'était une visite officielle. Une femme aux cheveux courts et à l'expression sèche demanda à parler aux 3, Elena, Julien et Laura. Les rapports toxicologiques de l'hôpital confirment que la mère de Madame Laura a subi un grave empoisonnement à la warfarine, dit l'officier. Un anticoagulant très courant, mais à forte dose, peut provoquer des convulsions et des hémorragies internes. Ce n'est pas ce qu'on utilise comme poison pour rats ? Demanda Julien, presque sans voix. L'officier acquiesça. Nous voulons vous poser quelques questions au sujet des verres, des mouvements de cette nuit-là. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Les 3 étaient assis dans le salon. Elena portait ses vêtements les plus sobres. Laura avait les yeux rouges. Julien avait à peine la force de se tenir. « Qu'est-ce qui ne colle pas ?» demanda Laura. « Le verre contaminé n'appartenait pas à votre mère à l'origine. D'après les empreintes et les lieux, il a été échangé à un moment donné. » Laura se tourna immédiatement vers Elena. « Que sous-entendez-vous ? Qu'elle l'a empoisonné ? Nous ne sous-entendons rien. Nous avons juste besoin de clarté. » Elena les regarda tous les deux. Elle inspira profondément. Elle se leva lentement et demanda la permission de monter dans sa chambre. Un instant, dit Julien, où vas-tu ?
Elle ne répondit pas. Elle monta les escaliers et revint avec une enveloppe brune entre les mains. Elle la remit à l'officier avec un léger tremblement des doigts. Il y a quelque chose ici que vous devez écouter. L'officier prit l'enveloppe, l'ouvrit et trouva une clé USB, plusieurs photocopies, un rapport médical et ce qui semblait être un journal avec des dates. Elle examina le tout en silence. Puis demanda au présent de l'accompagner au commissariat. Elena fut la première à acquiescer. Je suis prête. Quelques heures plus tard, dans une salle austère aux murs gris, tous étaient assis face à un écran. Une des officiers inséra la clé USB. Une vidéo apparut à l'écran. D'abord l'audio. Julien, d'une voix claire, si nous ne la sortons pas de la maison, nous ne pourrons pas vendre. Et elle ne partira pas de son plein gré. Puis la voix de Laura, et si c'est elle qui laisse des traces? Si elle prend quelque chose, par accident? Un autre extrait suivit. Laura, oui, elle commence à perdre la notion. Parfois, elle répète des choses qui ne sont pas arrivées. Pauvre fille. Elle n'est plus bien. Julien baissa la tête. Laura le regardait avec un mélange de colère et de panique. C'est hors contexte, dit Laura en haussant la voix. Nous étions inquiets pour elle. Il est normal de parler ainsi lorsqu'il y a une personne âgée. Nous ne savions pas qu'elle enregistrait. Vous ne saviez pas beaucoup de choses, dit Elena d'une voix basse. L'officier ouvrit un autre dossier. C'était le rapport du médecin Beltran affirmant qu'Elena ne présentait pas de déclin cognitif. Puis, elle montra le brouillon de l'autorisation pour l'hospitaliser. Ensuite, les copies des ordonnances modifiées par Laura. Enfin, les analyses de sang montrant des traces d'anticoagulants dans le corps d'Elena. Laura tremblait. Julien ne disait rien. Madame Elena, dit l'officier, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Elena se leva lentement. Pendant des mois, ils ont essayé de me faire sentir vieille, inutile, folle. Ils ont changé mes médicaments, ma nourriture, manipulé mon environnement. Mais ils m'ont sous-estimé. Ils pensaient que je ne voyais pas. Que je n'entendais pas. Que j'étais invisible. Elle se tourna vers Laura. Tu m'as sous-estimé. Mais tu as oublié quelque chose, je t'écoutais même quand tu croyais que j'étais invisible. Laura se leva brusquement. C'est absurde. Elle a empoisonné ma mère. C'est elle qui a fait l'échange. Vous n'avez aucune preuve contre moi. L'officier activa la vidéo suivante. Laura, dans le jardin, téléphone en main. Tout est prêt. Il ne manque qu'une erreur de sa part, et le médecin signera. Julien a déjà compris que c'est pour le bien de tous. La salle resta silencieuse. Elena ne dit plus un mot. L'officier demanda aux présents de sortir pendant qu'ils délibéraient. 1 heure plus tard, ils les rappelèrent. Il y a suffisamment de preuves pour procéder, dit l'officier responsable. Laura Montenegro est placée en détention provisoire pendant que l'enquête pour tentative d'homicide aggravé se formalise. Laura cria. Elle pleura. Elle s'agrippa à Julien, qui ne la retint pas. Tu ne peux pas permettre ça. Julien. Mais Julien était ailleurs. Dans une dimension qui s'effondrait. Son visage se déforma en pleurs. Pas pour Laura. Même pas pour sa mère. Il pleurait pour lui-même. Pour tout ce qu'il avait permis. Pour ce qu'il avait accepté comme normal. Pour ce qu'il avait eu. Quand Laura fut menottée, Elena le regarda. Pour la première fois depuis des semaines, elle chercha son regard. Tu veux dire quelque chose, mon fils? Julien avala sa salive. Les mots ne venaient pas. Je ne pensais pas que c'était si grave. Je croyais juste que... Juste quoi? Demanda-t-elle, sans élever la voix. Nous avions juste besoin de tout organiser. C'était compliqué. Laura est celle qui a déplacé les pièces. Mais c'est toi qui lui as donné le plateau. Julien baissa la tête. Il ne dit rien de plus. Le juge ordonna la détention provisoire sans possibilité de caution. Laura cria jusqu'à ce que la porte se referme derrière elle. Elena se leva. Elle n'attendit pas que quelqu'un lui tende le bras. Il n'y eut ni applaudissement, ni réconfort. Mais quelque chose changea.
Elle n'avait plus peur. Et elle n'était plus disposée à porter le silence des autres. Elena sortit de la salle d'audience sans se retourner. Les murs gris, les regards tendus, les échos des cris de Laura ne lui appartenaient plus. Elle avait laissé quelque chose à l'intérieur de ce bâtiment, quelque chose qu'elle avait longtemps cru indispensable, le besoin d'être pardonnée, comprise, aimée par ceux qui avaient été son centre. Maintenant, enfin, elle comprenait que tous les liens ne sont pas sacrés. Que l'amour, quand il devient poison, doit être laissé mourir. Des mois plus tard, la maison était silencieuse. Elle ne sentait plus la nourriture réchauffée ni les parfums coûteux. On n'entendait plus les pas impatients de Laura ni les paroles mesurées de Julien. Elle était vide. Froide. Mais pour la première fois, ce vide ne faisait pas mal. C'était une toile propre. Une page blanche. Le procès fut long. Difficile. Exposer sa vérité fut plus difficile que de l'avoir cachée. Pendant des semaines, elle fut observée, interviewée, analysée comme si l'on pouvait encore douter de sa santé mentale. Mais les preuves étaient nombreuses. Trop nombreuses. Irréfutables. Laura fut formellement poursuivie pour tentative d'homicide et manipulation d'une personne âgée. Julien, bien qu'il n'ait pas fait face à des accusations pénales faute de preuves directes, perdit quelque chose de plus précieux, sa mère. Il n'y eut pas de réconciliation. Après la dernière audience, Julien l'attendit à la porte. Il avait les yeux baissés et le corps voûté comme un enfant puni. « Maman, dit-il, la voix brisée. Je ne sais pas quoi te dire. » Elena le regarda en silence. Ses mains étaient jointes, fermes. Elle ne tremblait plus. « Tu n'as rien à dire. Les mots pèsent moins que les actes. Et tu as choisi les tiens. Je ne savais pas comment tout arrêter. Laura. Tu ne m'as pas trahi seulement en te taisant, Julien. Tu m'as trahi quand tu as commencé à penser que j'étais un obstacle. » Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Elle soutint son regard quelques secondes de plus, avec ce mélange de tristesse et de résignation que seule une mère peut ressentir pour un fils qu'elle ne reconnaît plus. « Je ne garde pas rancune, dit-elle enfin. Mais je n'ai plus de place pour toi. » Elle partit sans se retourner. Quelques jours plus tard, elle vendit la maison. Elle ne voulait pas de bataille judiciaire pour la propriété, bien qu'elle eût tous les droits. Elle voulait juste clore ce chapitre. Confier ces murs pleins d'ombre à quelqu'un qui les remplirait de nouveaux souvenirs. Elle garda l'argent liquide. Ce n'était pas beaucoup, mais suffisant. Elle prit une petite valise, y mit quelques vêtements, 2 livres, les lettres non envoyées et son carnet. C'était tout ce qu'elle emporta. Elena ne fit ses adieux à personne. Elle ferma la porte pour la dernière fois et descendit les escaliers comme s'ils étaient ceux d'une prison qu'elle avait habitée pendant des décennies. Elle traversa la rue et monta dans un bus sans demander exactement où il allait. Elle demanda juste un billet jusqu'au terminus. Le voyage fut long, mais pas pénible. Elle vit défiler des paysages, des visages, des gares vides. Le soleil entrait par la fenêtre et caressait son visage. Sur ses genoux, le carnet ouvert montrait une page vierge. Elena prit un stylo, écrivit la date et nota une seule phrase, « Aujourd'hui, je n'ai pas peur. » Lorsqu'elle arriva au village côtier, la mer l'accueillit avec un murmure calme. Les vagues se brisaient contre les rochers comme si elle parlait une langue oubliée. Elle marcha sans hâte jusqu'à une rue pavée où se trouvait une petite pension, avec des fenêtres ouvertes et l'odeur du pain. La propriétaire, une femme âgée, lui proposa une chambre avec vue sur la mer. « Je cherche le silence, dit Elena. »« Ici, nous l'avons, répondit la femme, et aussi un peu de paix, si vous savez l'écouter. » Elena sourit. Elle s'installa dans la chambre sans beaucoup d'objets. Juste un lit, une table et une fenêtre par laquelle la lumière entrait sans permission. Quelques jours plus tard, elle trouva une boutique d'art à un coin de rue. De la poussière sur les étagères, des pinceaux endormis, des toiles en attente. Elle en prit 2, les plus petites. Quelques aquarelles. Quelques gouaches. Et revint à pied, avec la même émotion tremblante qu'elle avait ressentie à 20 ans, quand elle peignait des visages inventés dans la cuisine de sa mère. Le premier trait fut difficile. La main hésita. Mais ensuite, quelque chose coula. Une silhouette de femme, de dos,
regardant la mer. Pas de visage. Juste des cheveux au vent et une longue robe se perdant dans la brume. Elle peignit pendant des jours. Parfois en silence. Parfois avec de la musique ancienne venant d'une vieille radio qu'elle avait trouvée à la pension. La peinture la ramena à elle-même. À cette Elena qui avait été enterrée sous des années de devoirs, de silence et de blessures. Un après-midi, la propriétaire de la pension lui demanda si elle voulait exposer une de ses toiles dans une petite galerie locale. Elena hésita. Pas par honte, mais parce que pour la première fois, elle ne ressentait pas le besoin de se faire valider par qui que ce soit. Mais elle accepta. Ils accrochèrent son œuvre aux côtés d'autres artistes locaux. Personne ne savait qui elle était. Juste une femme nouvelle dans le village. Silencieuse. Attentive. Qui regardait la mer comme quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Une semaine plus tard, alors qu'elle marchait sur la plage au coucher du soleil, une jeune femme s'approcha. Elle avait environ 30 ans, de grands yeux, une voix douce. « C'est vous qui peignez à la galerie ? Ma mère a pleuré devant votre tableau. » Elena la regarda. Ses lèvres se courbèrent lentement en un sourire venant du plus profond. Elle n'avait pas besoin d'expliquer qui elle était, ni ce qui s'était passé. Elle ne portait plus cette histoire comme une croix. C'en était une partie, oui. Mais cela ne la définissait pas. « Merci, dit-elle simplement. » Elle continua de marcher. Le sable sous ses pieds. La mer devant elle. Le ciel, clair. Ce soir-là, elle retourna dans sa chambre, ouvrit le carnet pour la dernière fois et écrivit. Parfois, les racines les plus profondes sont les plus difficiles à couper. Mais quand enfin vous le faites, vous grandissez différemment. Plus fort. Plus libre. Et avec la soif de recommencer, même si le passé saigne encore. Elle referma le carnet. Se servit un verre de vin. Le but sans peur. Et tandis que le vent agitait les rideaux, elle pensa à toutes les fois où elle avait voulu disparaître. Et à la beauté que c'était, simplement, de recommencer. Car parfois, survivre ne suffit pas. Il faut renaître. Et cette fois, elle renaissait seule. Mais intacte. Propre. Vivante. Libre. Et pour la première fois depuis longtemps, véritablement en paix. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire ? D'où nous regardez-vous ? Nous aimerions le savoir. Beaucoup de personnes traversent des situations similaires. Nous espérons que la voix d'Elena vive dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer à apporter des récits passionnants tous les jours. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui va apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Une accolade.